Salut! Sans plus tarder, nous allons commencer notre histoire d'aujourd'hui. Sacha Samsudeen, née le 4 juillet 1988 à New York, la ville où elle réside avec ses parents, Sacha Ken, et son frère Kenny avant d'aller s'installer en Floride pour ses études. Elle obtient un diplôme à l'Université de Floride et elle décroche un poste dans une société de services éducatifs. Elle gère leur compte de médias sociaux, un travail qu'elle adore exercer et ce qui explique aussi pourquoi elle est toujours scotchée sur son téléphone. À côté de cela, elle est également bénévole au sein d'une association des appartements du Grand Orlando. Sacha est une jeune femme pleine de vie, elle est très ambitieuse, elle travaille beaucoup, donc le week-end, elle aime sortir avec ses amis, faire la fête, se détendre. C'est une bonne vivante, preuve sur son compte Instagram, on y trouve énormément de photos d'elle avec ses amis en sortie, en soirée. Il y a également beaucoup de photos de nourriture. Aussi donc, elle croque la vie littéralement en plein temps. Elle a une personnalité pétillante, elle est toujours souriante. D'ailleurs, sa joie de vivre et son sourire sont contagieux. Sacha, c'est aussi quelqu'un qui a le cœur sur la main. Elle est toujours là pour aider les autres. Si besoin, elle est toujours présente pour les gens qu'elle aime. Sacha est une jeune femme de 27 ans qui, ce soir-là, va sortir avec des amis. Car leur équipe de foot préférée joue, donc ils vont regarder le match dans un bar et faire la fête ensuite. Après la victoire de leur équipe, le groupe décide de se rendre dans une boîte de nuit qui s'appelle Attic Night Club, une boîte de nuit située en plein cœur d'Orlando. Aux environs de 1h45, elle a envie de rentrer chez elle, à Upton Place, un complexe d'appartements assez chic dans lequel elle réside. En sortant de la boîte de nuit, elle a été attirée par deux femmes qui se prénomment Julia et Riley. Les deux femmes ont directement remarqué que Sacha avait du mal à tenir debout. Clairement, elle avait bien fait la fête, elle a bien bu et même si elles se connaissaient pas, elles ont décidé de l'aider à rentrer chez elle pour s'assurer qu'elle est en sécurité et que personne n'essayera de profiter de la situation. Les trois jeunes femmes vont prendre un Uber, sachant que le domicile de Sacha se trouve environ 8 minutes en voiture. Donc, tout cela, ce sera une histoire d'un quart d'heure. Le hasard faisant bien les choses, car il se trouve que Julia et Hailey habitent juste dans l'immeuble d'en face de Sacha. Donc, arrivées devant la résidence de Sacha, les deux jeunes femmes veulent s'assurer que Sacha rentre bien chez elle. Elle veut aller jusqu'au bout de leur bonne action et partir l'esprit tranquille. Mais le souci, c'est que Sacha, elle a oublié le code d'entrée de la résidence. Et par-dessus, elle ne retrouve plus ses clés, son badge, sa pièce d'identité ou même son téléphone portable. L'agent de sécurité qui travaille ce soir-là dans la résidence, il arrive devant la grille. Ce jeune homme s'appelle Steven et malheureusement, il ne connaît pas tous les résidents. Il va informer Sacha qu'il est obligé de vérifier son identité pour pouvoir la laisser rentrer ou au moins lui présenter un document prouvant qu'elle réside bien à Upton Place. Il ne peut malheureusement ni la faire entrer ni la laisser dormir sur l'un des canapés qui se trouvent dans les halls de l'immeuble. Les deux jeunes femmes vont insister. Voyant très bien l'état dans lequel se trouvait Sacha, elles veulent se rassurer qu'elle soit rentrée chez elle. Elles ne voulaient pas la laisser dans cet état dehors. Quelques minutes plus tard, un homme sort de la résidence et naturellement, Sacha va vite courir pour en profiter, pour rentrer et pendant que la porte est ouverte. Steven ne va pas s'y opposer. Il va même l'accompagner jusqu'à la porte de son appartement au numéro 345. Et encore une fois, malheureusement, elle a oublié son code d'accès.
Il faut savoir que dans cette résidence, sur les portes, il y a des claviers, un code, un peu comme en Corée du Sud. Il faut en sorte une code PIN pour pouvoir y rentrer. Steven, entre-temps, va lui dire « J'ai un double des clés dans ma voiture ». Sa voiture se trouvait dans le parking. Il va donc l'accompagner jusqu'à sa voiture. En cours de route, par miracle, Sacha va se rappeler de son code et ils feront donc demi-tour. Sacha rentrera bel et bien dans son appartement. Steven reprend son poste. Un peu plus tard dans la nuit, il va faire une autre ronde. Il ne remarque rien d'anormal. Donc Sacha s'est probablement en effet bien rappelé de son code et est chez elle. Le lendemain matin, un homme qui se prénomme Anthony est un ami de Sacha. Il doit la rejoindre pour un petit déjeuner. Le problème, c'est qu'il ne la voit pas arriver. Il se dit que peut-être elle dort encore. Elle a beaucoup bu la veille. Il sait très bien qu'elle est sortie avec des amis et ne s'est peut-être juste pas réveillée à temps. Donc, il contacte d'autres amis de Sacha pour avoir des nouvelles. Eux aussi vont tenter de la joindre parce qu'ils ne savent pas non plus où elle est. Mais Sacha ne répond ni aux appels ni aux SMS. Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas dans ses habitudes, car elle est tout le temps scotchée à son téléphone. Anthony et deux de ses amis vont décider alors de se rendre chez elle. Personne ne leur ouvre la porte, l'appartement au numéro 345. Sacha, ils se rendent au parking et ils vont retrouver la voiture de Sacha qui était bien garée, à croire que Sacha, elle n'est pas loin de chez elle ou peut-être même elle est encore chez elle. À l'intérieur de la voiture, on peut apercevoir un cadeau que Sacha avait acheté pour une baby shower à laquelle elle devait y assister le jour même dans l'après-midi. Où est donc passée Sacha? Personne n'a de nouvelles d'elle, personne ne sait pourquoi elle ne répond pas au téléphone. Inquiets, ses amis vont décider de contacter les hôpitaux locaux, les commissariats, mais malheureusement, leur recherche ne donnera rien. Par la suite, ils vont contacter la police pour un premier temps signaler sa disparition. Ils vont également leur demander de faire une vérification de bien-être au domicile de Sacha. Lorsque la police arrive sur place, l'agent de sécurité qui les voit arriver va tout de suite comprendre la raison pour laquelle la police est présente. Il s'agirait donc de la jeune femme qui est rentrée la veille vers 2 heures du matin, qui avait bu et qui ne se rappelait pas de ses codes d'accès. Il va leur expliquer ce qui s'est passé. Et donc après, il n'a aucune information à leur donner. Il ne sait pas où est Sacha. La police entre dans l'appartement numéro 345. Au départ, il ne constate rien d'anormal, pas de signe de lutte, pas de signe d'entrée par infraction non plus. Tout semble en ordre. À l'intérieur, on commence à chercher Sacha. On finit par la trouver dans son lit, enroulée dans une couverture. Ses cheveux dépassent un peu, ses bras dépassent également. Il y avait une très forte odeur de javel. D'ailleurs, le placard où se trouvent ses produits ménagers était ouvert. Sacha dans son lit est morte. Que s'est-il passé? Qui a fait le ménage? La cause officielle de son décès est par asphyxie et strangulation. Le médecin légiste est arrivé à déterminer qu'elle a été étranglée par une paire de mains. Steven, l'agent de sécurité, dans un premier temps, va donner à la police le rapport qu'il a rédigé pour ce soir-là, puisqu'en effet, il doit mettre par écrit tout incident qui a eu lieu dans la résidence lorsqu'il est en fonction. Dans ce rapport, Steven mentionnera bien qu'il a vu Sacha et même qu'il l'a raccompagnée jusqu'à son appartement. Mais il ne rentrera pas dans les détails. Il ne précisera pas non plus la durée de l'incident. Entre guillemets, il ne donne pas les détails, à savoir que Sacha
est une jeune femme, une résidente. Elle est rentrée la veille du soir très tard, ivre, jusqu'à ce qu'elle oublie. Et quand la police va lui demander, il dira il n'a pas trouvé nécessaire de mentionner tout ça puisque la jeune femme est bel et bien rentrée chez elle. Dans un second temps, Steven va fournir aux enquêteurs les images vidéo de surveillance. Pour le soir, le matin du drame, on aura bien la confirmation en images qu'il a bel et bien rien raccompagné la jeune femme jusqu'à chez elle et également qu'elle avait aussi bu jusqu'à ce qu'elle ne tienne debout. Quand on demande à Steven ce qu'il pense de ce qui s'est passé ce soir-là, il dira qu'il a vu quelqu'un dans l'appartement de Sasha. Et d'ailleurs, au cours des recherches dans l'appartement de Sasha, on retrouve une empreinte digitale sous le siège des toilettes. Empreinte bien sûr qui ne correspond pas à celle de Sasha. On trouve également des empreintes de pas et c'est une paire de chaussures qui n'est pas à la taille de Sasha. C'est un pied plus grand, probablement celui de l'homme que Steven a mentionné et qui suivait Sasha quand il lui a quitté. On interroge l'entourage de la jeune femme en commençant par Benjamin Rubus, un ex-petit ami de Sasha qui explique qu'ils s'étaient rencontrés au lycée et ils étaient sortis ensemble pendant quelques années. Benjamin figure parmi les suspects puisqu'avant de mourir aux environs de 5 heures du matin, Sasha lui envoie un SMS dans lequel elle dit seulement « Ben ». À son tour, il lui répondra « Sasha, est-ce que ça va ?» Et Sasha ne répondra jamais à ce dernier message. Quand Benjamin est interrogé, il confirme aux policiers qu'ils étaient bien en couple avec la jeune femme. Ils ont rompu il y a longtemps, mais ils sont restés en bons termes. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était jeudi soir. D'ailleurs, ils devaient aussi se retrouver ce week-end-là. Il me semble que c'est vendredi et au final, Ben n'a pas pu. Il était avec des amis. Il a terminé sa soirée très tard, donc c'est son alibi. Un alibi qui sera bien sûr vérifié. Ils ont également prélevé son ADN et ses empreintes digitales. Heureusement pour lui, il ne correspondait pas à se trouver Sasha. Un autre suspect, Taylor Hunsinger, un barman aussi ex-petit ami de Sasha. Vendredi matin, ils ont discuté par message juste avant que Taylor parte travailler. Ce soir-là, il a travaillé jusqu'environ 21h30. Après ça, il est rentré chez lui. Il habite avec ses parents, ce qui sera vérifié plus tard. Donc, lui aussi avait un alibi. Taylor précise aussi qu'il n'a pas vu Sasha depuis le début du mois, donc environ 15 jours avant le drame. Ils s'étaient croisés à un anniversaire, tout comme c'était le cas avec Ben. Après leur rupture, ils se sont restés en bordel. Tout rapidement, comme Ben, les deux seront mis hors de cause. La seule personne à laquelle les enquêteurs pensent maintenant, c'est la dernière personne à l'avoir vue en vie, Steven, l'agent de sécurité. Qui est donc Steven? Steven, né le 25 avril 1982, a grandi avec sa mère, ses frères et ses sœurs dans une ferme. Il obtiendra son diplôme et équivalent au baccalauréat. Et de ça, il s'engage dans l'armée de l'air de 2008 jusqu'en 2014 en tant qu'aviateur senior. Il s'inscrit ensuite à l'université de Daytona pour étudier la justice pénale et la programmation informatique. Son but, c'était d'obtenir un diplôme en cybercriminalité et cybersécurité. Steven est marié et devient agent de sécurité agréé un peu plus tôt cette année-là, en 2015, soit 5 mois avant le drame. Puisque Steven est la dernière personne à avoir vu Sasha le soir du drame, la police finit par porter ses soupçons sur lui.
et il décide de l'interroger et aussi de lui faire passer un test polygraphe. Lors de cet interrogatoire, Steven va répondre négatif à toutes les questions qu'on lui pose. Des questions du genre, est-ce que vous avez tué Sacha? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Il dit et avoir vu un homme la suivre, sous-entendant que c'est certainement un inconnu qui est probablement le responsable du meurtre. Sauf que Steven, il échoue au test polygraphe. C'était prévisible. La police va lui poser une série de questions. Ils vont lui demander, est-ce que vous savez si Sacha a été tuée par arme à feu? Est-ce que vous savez si elle a été poignardée? Est-ce que vous savez si elle a été étranglée? Et à chaque question, Steven va dire non. Sauf que le polygraphe va s'emballer quand on lui demande s'il sait si Sacha a été étranglée. Et ça alerte tout de suite les détectives, plus que le public n'a pas encore été informé de la cause du décès. Donc, pourquoi est-ce que Steven panique quand on lui parle d'étranglement? Sur les images de vidéos de surveillance, on voit Steven sortir des sacs poubelles. La première des choses qui est étrange, c'est que déjà, ce n'est pas le travail d'un agent de sécurité. Et la seconde chose que les policiers remarquent, c'est que ces sacs ne correspondent pas à ceux utilisés dans la résidence par le personnel d'entretien. Sur les vidéos, on va voir Steven sortir les sacs, mais on ne voit pas ce qu'il fait ensuite avec ces sacs. On suppose qu'il les a mis dans sa voiture pour s'en débarrasser. Plus tard, et surtout ailleurs, à un endroit où on ne les retrouverait pas. Quand la police va lui demander, il va dire qu'il a retrouvé ses sacs traînés dans le couloir et il se dit que voilà, ces sacs n'ont pas lieu d'être là et du coup, il les a ramassés. Steven est très gentil, hein? Il fait le travail des autres. Devinez quoi? C'est les mêmes types de sacs poubelles qu'on y retrouvera chez Sacha. Les empreintes digitales retrouvées sous le siège de toilette correspondant à Steven. Cela ne prouve peut-être pas le meurtre, mais ça prouve qu'il était à l'intérieur de l'appartement de Sacha, alors qu'il a dit le contraire pendant son interrogatoire. Il n'a fait que répéter qu'il n'a pas le droit d'entrer chez les résidents. Quand le contenu du téléphone de Steven va être scruté avec soin, on va trouver des choses extraordinaires. On découvre qu'à 5 heures du matin, il a fait une recherche sur Google à ce moment-là correspondant à une période de 25 minutes pendant laquelle Steven n'apparaissait sur aucune des images de vidéosurveillance. Qu'est-ce qu'il a tapé sur Google? Comment forcer une serrure quick? C'est des serrures qui sont utilisées dans la résidence. Malgré toutes les preuves l'incriminant, Steven va continuer à clamer son innocence. Oui, j'ai fait une recherche sur Google, mais rien ne prouve que je me suis servi de mes trouvailles par la suite. Lors de son interrogatoire, l'un des détectives lui dit « Tu sais, depuis le début de cette affaire, tout le monde pose des questions. La famille, les amis, l'entourage de Sacha, même les voisins de la résidence se demandent que s'est-il passé, comment Sacha est morte, quand et pourquoi. Tout le monde pose des questions et c'est des questions totalement naturelles. Mais toi seul, Steven, la dernière personne à l'avoir vu en vie, tu es le seul à ne pas se poser des questions. Et qu'est-ce qu'il va répondre? Je ne veux pas savoir je ne veux rien savoir. Il s'est passé quelque chose de terrible pendant que j'étais en fonction. Je vais avoir la mort de Sacha sur ma conscience toute ma vie. Donc, je ne veux absolument rien savoir. Le vendredi 30 octobre, Steven est arrêté officiellement, inculpé pour meurtre de Sacha Samsondin. Pendant le procès, les avocats de l'accusation soulignent le fait que Sacha a été tuée à un moment où elle était vulnérable.
mais surtout, elle a été tuée dans son propre appartement où elle était censée être en sécurité. Et quant aux avocats de la défense, les avocats de Steven, ils vont principalement mettre en avant le côté fille facile de Sasha. Le chauffeur Uber qui les avait pris ce soir-là va témoigner au procès. Il va déclarer que Sasha avait vraiment bu et lui a fait un bisou. Tu l'entends comme ça, tu as l'impression qu'elle l'a galoché. Qu'elle lui a roulé une peu pendant 10 minutes en fait. Elle lui a juste fait un bisou sur la joue. Et d'ailleurs, même les jeunes femmes qui l'avaient raccompagnée, Julia et Hailey, malgré qu'elle les connaissait pas, elle va leur dire « Je vous aime les filles, je vous aime, je vous aime ». Cela ne justifie pas que c'est une fille facile. À l'annonce du verdict, l'entourage de Sasha est en rouge, car c'était sa couleur préférée. Le jury va délibérer et va très vite déclarer Steven coupable et le condamne à la prison à perpétuité, plus 15 ans pour cambriolage. Il est incarcéré au centre correctionnel dans le comté de Jack en Floride. Et là, il continue jusqu'aujourd'hui à clamer son innocence. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et d'aimer. On se retrouve dans une prochaine vidéo.